Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. C'est pour moi vraiment, j'adore faire des conférences. Donc pour moi, c'est toujours une satisfaction de se dire voilà, il y a un public et des personnes qui ont envie d'entendre, d'apprendre, de comprendre aussi. J'aime bien quand les gens comprennent pourquoi ils font les choses. C'est pour moi quelque chose de très important. Voilà. Alors, Marine m'avait demandé de me représenter un tout petit peu quand même. Donc, effectivement, je suis diététicienne. Alors, je dirais, je ne suis plus en activité officielle. On va dire, voilà, j'ai fermé mon cabinet il y a un an. Et j'avais un centre de formation que j'ai cédé voilà, à une personne nantaise et j'espère qu'elle continuera ce que j'ai mis en route. Voilà. Donc, mais c'est toujours un plaisir de partager mes connaissances par le biais des conférences. Donc ça fait 20 ans que je suis diététicienne et avant j'étais prof de physique-chimie. Ça peut expliquer un certain nombre de choses aussi, mais j'espère ne pas vous ennuyer trop avec la chimie. Mais c'est quand même la chimie, la biochimie qui m'ont mis moi aussi sur la voie de l'alimentation biologique, parce que j'avais certaines connaissances et ça m'a permis de comprendre tout l'intérêt de manger bio. Et justement, je voudrais dire, mon déclic du bio, c'est venu justement par la qualité des huiles. Parce que j'avais lu les premiers livres, certaines connaissent aussi, certaines, c'était les livres de Madame Kousmine, qui était médecin en Suisse, et qui, elle, avait pointé du doigt la très mauvaise qualité des huiles industrielles. Et voilà, c'est vrai qu'on est bercé de publicité. J'avais aucune idée de comment était faite une huile industrielle. Et grâce au livre de Mme Kousmine, et puis ensuite, bien sûr, grâce aussi aux enseignements des huiliers qui travaillent pour les réseaux bio, j'ai vraiment compris tout l'intérêt de manger des huiles de cette qualité-là, qui certes sont plus chères, c'est vrai, là on ne peut pas le nier, c'est beaucoup plus cher qu'une huile traditionnelle, mais alors vous avez des bienfaits santé extraordinaires, en particulier les fameux acides gras essentiels, oméga 3, oméga 6, on aura l'occasion d'en reparler un tout petit peu. Mais souvent quand on me demande quelle est la démarche, la première démarche à faire pour améliorer son alimentation, donc on va le voir, c'est manger bio, c'est sûr, c'est choisir des céréales complètes, c'est manger moins de viande, mais parce qu'on mange d'autres choses qui peuvent effectivement les remplacer, mais c'est aussi et surtout consommer des huiles de qualité. Et là, on est typiquement sur une huile de colza bio qui va vous amener ces fameuses oméga 3 dont tout le monde parle et qu'on ne trouvera jamais ailleurs, on va dire, jamais dans des huiles industrielles, c'est impossible. Voilà, donc j'entendais qu'il y avait une huile de cameline qui allait sortir. L'huile de cameline, c'est la reine des huiles, c'est une des plus riches en oméga 3 et un petit peu plus chère aussi, plus fragile. Et l'huile de colza devrait être déjà votre huile quotidienne. Voilà, alors c'était la petite parenthèse. Donc effectivement, moi je me suis intéressée à la diététique il y a 40 ans. C'est pour ça que je voyais sur le petit pionnière, qu'est-ce que c'était écrit, pionnière de l'alimentation bio, c'est ça, quelque chose comme ça. Et je dis oui, voilà, bon, il y en a eu avant moi, je peux vous dire. Mais ça commençait, voilà, on commençait à en parler un tout petit peu plus. C'était dès le début des années 80 en fait. Et depuis, c'est vrai que je n'ai cessé de dire, voilà, si vous voulez manger mieux, ça commence déjà par là. Choisissez des aliments de qualité. Et j'ai aussi, quand j'ai démarré cette démarche d'alimentation biologique, je l'ai démarré aussi en passant d'une alimentation conventionnelle à une alimentation végétarienne. Quasi végétarienne, comme je disais tout à l'heure en atelier. Je faisais plaisir à ma belle-mère quand tous les dimanches on allait manger un petit peu de roast beef ou de poulet rôti. Voilà, je ne voulais pas trop l'embêter parce qu'elle se serait inquiétée pour moi, les enfants surtout évidemment. Donc voilà, j'ai été vraiment végétarienne pendant 9 ans, avec très peu, occasionnellement on va dire, des produits animaux. Et c'est en arrivant en Bretagne en 90, dans les années 90, que j'ai découvert ce qui allait devenir finalement une des première biocoop bretonne, c'était celle de Rennes, Scarabée, qui a été un moteur, je pense, exceptionnel pour les biocoop bretonnes, mais aussi, on va dire, en France. Et là, eh bien, j'ai découvert effectivement un rayon boucherie extraordinaire, tenu par des bouchers, je veux dire, mais
vraiment de très bons professionnels. Et j'ai repris un petit peu goût à la viande, mais j'y allais avec beaucoup de mauvaise conscience, voilà. Donc, et puis voilà, la profession aussi, les rencontres, les lectures, j'oserais presque vous dire aussi, les petits soucis de santé, parce que ça faisait bien déjà une bonne dizaine, quinzaine d'années que toute la famille était mode végétarien. Et donc, il y a des petites choses qui m'ont mise en alerte, d'autant plus que voilà, j'avais entre-temps entrepris ces études de diététicienne et compris qu'il y a quand même des choses très justes qui sont énoncées par des experts en nutrition. Après, on verra qu'il faut prendre les choses quelquefois avec beaucoup de recul, mais il y a des chiffres qui sont, on va dire, imparables et qui sont cités dans le monde entier aujourd'hui. Et comme on va beaucoup parler de protéines, il faut savoir quand même que au niveau mondial, tous les experts en nutrition estiment qu'il nous faudrait à tout un chacun environ 1 gramme de protéines par kilo de poids et par jour. Alors ça vous paraît un peu compliqué, mais c'est d'une simplicité infantile. Si vous pesez 60 kilos, bien sûr tout nu, tout mouillé, il faut 60 grammes de protéines par jour. Si vous en pesez 90, il vous faut 90 grammes de protéines par jour. Mais là où les choses, on va dire, souvent, voilà, c'est ce qui est dit, et on ne précise pas assez souvent qu'effectivement, les sources de protéines sont très diverses. Et même encore aujourd'hui, dans les écoles, alors peut-être pas les écoles de diététique, ça commence à bouger un peu, mais de manière officielle, si vos enfants ont un cours de diététique dans l'année, on va leur représenter les 7 classes d'aliments, et la classe protéines, et ben, ça se résume encore à viande, volaille, poisson, œufs, quoi. Donc, il n'y a pas encore cette prise de conscience de la présence de protéines dans les végétaux. Donc c'est un petit peu de tout ça qu'on va débattre aujourd'hui. Donc effectivement, moi je dirais professionnellement, j'avais un discours parce que j'avais aussi devant moi des personnes malades, des personnes aussi en questionnement, beaucoup de personnes se demandant comment on pouvait adopter un régime végétarien sans mettre en péril sa santé et celle des enfants, c'est quand même souvent ce qui revient. Et puis après, effectivement, entre le pourquoi et le comment, il y avait un fossé qui, je pense, se comble aujourd'hui parce qu'on en parle de plus en plus, il y a même de la publicité sur les protéines végétales, sur les steaks végétaux, etc. Mais là aussi, on fera le tri tout à l'heure. Voilà, donc c'est un petit peu la synthèse de ces 20 ans d'expérience professionnelle, mais je dirais aussi expérience personnelle, et puis lecture. Et ces lectures m'ont permis aussi, de Madame Kousmine, je suis passée au docteur Le Cerf, qui était lui aussi un des premiers promoteurs, on va dire, d'une alimentation biologique et quasi végétarienne. Aujourd'hui, on dit flexitarien. Donc flexitarien, on est tendance végétarienne avec quand même de temps en temps un petit peu de viande. Voilà, ce terme-là n'existait pas à l'époque. Et puis d'autres bouquins dont je vous parlerai aussi, qui m'ont un petit peu aussi, qui ont remis un petit peu en question mon discours il y a 3-4 ans. Un bouquin dont je vous parlerai beaucoup qui s'appelle Le mythe végétarien, qui a été écrit par une américaine, une ex-végane, et elle s'appelle Kate Lear. Et franchement, si vous voulez creuser le sujet, je vous conseille fortement la lecture de ce livre. Voilà, je vous le redonnerai après, je vous le citerai aussi. Voilà. Alors, effectivement, aujourd'hui, c'est un sujet qui est devenu à la mode. Alors, voilà. Donc, on en parle de plus en plus. Les sites Internet débordent d'exemples, de témoignages, etc. Donc, alors, vous, avez-vous fait ce choix déjà, ou est-ce que ça fait partie de vos défis pour l'année à venir? Mais quelle que soit finalement votre raison, elle sera forcément bonne. Alors peut-être qu'on va être obligé de réviser quelquefois certaines idées toutes faites. Alors est-ce qu'on mange moins de viande pour notre santé, pour sauver la planète, pour respecter les animaux, pour lutter contre la faim dans le monde, pour mieux gérer son budget alimentaire, pour la choisir de meilleure qualité, et autant de questions donc avant de statuer et d'éviter aussi des prises de position extrémistes. Et ça, c'est aussi un des buts de cette conférence. Éviter les positions extrémistes et laisser croire effectivement que aujourd'hui, il faudrait presque tous aller avec 0 viande ou 0 produits animaux. Donc, est-ce judicieux et sans danger? C'est une autre question. Voilà. Alors, c'est vrai que manger moins de viande, c'est bon pour la santé. Donc ça fait plusieurs années qu'on l'entend asséner à peu près dans tous les médias. Mais d'abord, la première question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on appelle manger moins de viande? De quel niveau part
partons-nous et partez-vous. Si vous en êtes encore effectivement à une entrecôte le midi et une cuisse de poulet le soir, ou une entrecôte le midi et des lardons dans les pâtes du soir, ou beaucoup de viande le midi et un petit peu de poisson le soir, etc. Voilà, c'est déjà une certaine quantité. Mais est-ce que déjà vous avez pris conscience depuis longtemps, ou par goût, vous n'en mangez pas beaucoup, certains c'est par dégoût, d'autres aussi c'est moyen financier effectivement, parce que la viande de qualité coûte cher. Donc d'où partez-vous? En tout cas, comme c'est une question qui est de plus en plus présentée, eh bien le PNNS, alors je ne sais pas si vous connaissez le PNNS, c'est le plan national nutrition santé, donc on en est au 4e plan. Et j'ai estimé que cette dernière mouture était pas mal du tout. En tout cas, elle nous donne des limites à ne pas dépasser. Pour un adulte de taille moyenne, par exemple, on dira pas plus de 500 grammes de viande hors volaille par semaine et au maximum 50 grammes de charcuterie par jour. C'est écrit, vous pouvez aller vérifier. Ça m'a un petit peu horrifiée. Je me dis, mais c'est pas possible. Donc 500 grammes de viande par semaine hors volaille, c'est-à-dire qu'on considère comme viande uniquement ce qui a 4 pattes, c'est-à-dire bœuf, veau, agneau, bœuf, veau, agneau, porc, voilà. Et en plus, vous pouvez manger de la volaille, il n'y a pas de limite, on ne parle même pas du poisson. Et quand vous lisez ça, vous dites, mais alors, c'est quand même basé sur des études de consommation aujourd'hui, donc vous dites, mais ça veut donc dire que les Français mangent encore des quantités assez conséquentes de protéines animales. Donc, et effectivement, si vous êtes dans ce cas-là, et on sait même que 29% des Français dépassent ces recommandations, donc effectivement, c'est assez ahurissant quand même. Voilà. Donc, là aussi, si vous partez de ce niveau-là, oui, je pense qu'il est urgent de manger moins de viande. Maintenant, si vous êtes à 100 grammes de viande de volaille ou de poisson par jour, est-ce qu'il est encore nécessaire de diminuer cette quantité? Voilà, à vous de voir. En tout cas, de nombreuses études ont mis en évidence le lien entre une consommation excessive, c'est-à-dire au-delà de 200 grammes de viande par jour et par personne, viande et charcuterie comprises, mais quand même, et on a observé un risque augmenté de certaines pathologies, en particulier cancer du côlon, mais aussi toutes les maladies cardiovasculaires et aussi toutes les maladies de caractère inflammatoire. Donc ça, c'est évident. Mais voilà, je voulais vous mettre en alerte par rapport à ce qu'on appelle excès. Qu'appelle-t-on manger de la viande en excès? Donc vous voyez, peut-être que tout le monde ici va dire finalement, c'est pas si mal. Bon, je peux en rester là. Voilà. Alors, bien sûr, il faut quand même relativiser le message, parce que l'an dernier, les manchettes de journaux étaient la viande rouge est cancérigène, par exemple. Il n'y avait pas vraiment de notion de quantité. Mais ce qu'il y a de gênant aujourd'hui, c'est qu'effectivement, l'an dernier, je ne sais plus à quelle époque on a lancé cette alerte, la viande rouge est cancérigène, et puis peut-être que 2-3 mois plus tard, c'était le sel et facteur d'hypertension et de maladie cardiovasculaire, donc pas de sel. Et puis, quelques temps plus tard, vous allez voir, attention aux sucres rapides, limiter les sucres rapides. Et puis également, on nous fait peur avec les gras trans, sans compter qu'on nous fait peur aussi avec les additifs, etc. etc. Donc aujourd'hui, on en est arrivé aussi à des informations tellement négatives sur l'alimentation que beaucoup d'entre nous sont perdus, ne savent pas qu'est-ce qui est le plus urgent, qu'est-ce qui est le plus important, quelle démarche je dois faire en premier. Parce que effectivement, si je mange moins de viande pour manger plus de pain blanc, on va dire d'ersatz aussi, on en reparlera ça, de viande, des produits véganes vendus en grande surface, par exemple, est-ce que j'aurai un gain pour la santé? Si je continue à ne pas manger suffisamment de légumes et de fruits, si je continue à acheter des plats tout préparés hyper salés, même sans viande, est-ce que je vais avoir un réel gain sur la santé? Donc, c'est à prendre, là encore, manger moins de viande. Je pense que ce ne sera positif pour ceux qui ont besoin de manger moins de viande que dans la mesure où ça se fait dans le cadre d'un menu et de journées alimentaires parfaitement équilibrées. Donc il y a plusieurs facteurs qui vont entrer en jeu dans un gain santé en mangeant moins de viande. Et puis manger moins de viande, on va voir, ça s'apprend, et c'est un petit peu ce qu'on va faire ce soir. Alors effectivement, j'en profite au passage pour dénoncer tous
toute la problématique de l'alimentation moderne. Donc effectivement, trop de sucre rapide, beaucoup trop de sucre rapide encore. Ça aussi, ça a été étudié, validé, mesuré. Donc trop de sucreries pour certains, trop de soda, et surtout des féculents raffinés, c'est-à-dire pain blanc, pâte blanche, riz blanc. Trop de sel, et surtout dans les produits transformés. Trop de gras trans industriels, donc présents essentiellement dans les margarines végétales, et toutes les préparations qui les utilisent, ces margarines végétales, donc en particulier la biscuiterie, la viennoiserie, etc. Et on sait aujourd'hui que ce sont les gras trans qui sont beaucoup plus dangereux, voire athérogènes, que certains gras animaux. Alors c'est vrai qu'on reproche aux gras animaux d'être relativement riches en saturés, et pendant longtemps, on a accusé les acides gras saturés d'être un des facteurs de pathologie cardiovasculaire, d'encrassage de nos artères. Et aujourd'hui, là encore, la recherche actuelle, donc chose que je ne savais pas non plus il y a 20 ans, mais il y a à peu près 5-6 ans, que les chercheurs spécialistes en matière grasse ont prouvé que les gras saturés animaux comme le gras du beurre, ça va vous faire plaisir parce qu'en Bretagne on aime bien le beurre, mais le gras saturé du beurre, par exemple, est ce qu'on appelle un acide gras court et il n'est pas athérogène, alors qu'une margarine végétale faite à base de graisse de palme, très riche en gras saturés, si cette margarine n'est pas biologique, elle est aussi faite avec des huiles non bio qui ont subi des opérations chimiques qu'on appelle l'hydrogénation. Et ce sont ces margarines végétales qui sont bourrées de gras trans et qui effectivement sont bien plus athérogènes qu'un beurre. Voilà. Donc voilà, pour ça qu'il faut toujours se tenir au courant. Et des choses qu'on aurait pu diaboliser il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années, eh bien, grâce à la recherche, on se réalise finalement que ce gras saturé est aussi naturel et il n'est pas mauvais pour la santé. Bon, je ne vais pas vous dire non plus de manger 250 grammes de beurre par jour, mais n'hésitez plus à mettre 20 grammes de bon beurre ou même un petit peu plus sur vos tartines le matin. Donc de toute façon, vous verrez, il y aura toujours quelque chose qui va revenir un peu de façon régulière. C'est de toute manière, plus la recherche évolue aujourd'hui en matière de qualité alimentaire, plus on réalise à quel point la chimie, alors qui démarre dans le sol d'abord, mais ensuite dans les modes de transformation, dans l'élaboration de produits ultra transformés, cette chimie ne nous a pas réussi, parce que cette chimie alimentaire crée en quelque sorte des molécules qui n'existent pas dans les aliments au naturel. Donc on parlait tout à l'heure de cette huile de colza, quand elle est extraite à partir de graines bio, à froid, eh bien, on préserve les qualités des matières grasses qui sont présentes dans l'huile. Et par contre, vous faites subir à des graines de colza un pressage à chaud, avec premièrement un pressage à chaud, deuxièmement un pressage avec des solvants chimiques, troisièmement un cycle d'opérations chimiques pour raffiner l'huile, eh bien effectivement, elle n'est déjà plus bonne pour la santé et voire même athérogène, cancérigène, etc. Donc ça, c'est un message qu'il faut absolument comprendre. On ne peut parler d'un aliment, est-il bon, est-il mauvais, en quelle quantité je vais pouvoir le consommer, que si on sait un peu toute son histoire à cet aliment. Et plus on avance, plus on se rend compte que manger bio, non transformé, donc non transformé par l'industriel et puis pas trop transformé chez vous sur un barbecue ou un grill à trop de température, moins il sera transformé. Donc parmi vous, il y a peut-être des gens qui mangent aussi tout cru, c'est vrai, il n'y a pas du tout de transformation. Eh bien, effectivement, on préserve au mieux les qualités nutritionnelles et la qualité de certains ingrédients très précieux pour notre santé. Voilà. Donc ça, je vous le dirai tout au long de la conférence, c'est sûrement et toujours le premier conseil à donner. Donc on est bien d'accord. Il y a suffisamment d'études pour nous dire qu'un excès de viande, voire protéines animales, tout confondu, n'est pas bon pour la santé, mais supprimer ou diminuer nos quantités de protéines animales sans faire à côté d'autres démarches alimentaires ne portera pas forcément autant de bienfaits, on va dire, qu'on ne le dit. Donc c'est tout un ensemble de choses qu'il va falloir faire. Alors manger moins de viande, c'est bon pour la santé, oui bien sûr, on vient de le voir, mais en assurant
les apports en protéines nécessaires. Donc, comme on disait tout à l'heure, il nous faut à peu près 1 gramme par kilo de poids et par jour. Donc, ça, c'est la quantité de protéines pures. Donc, évidemment, je mange, par exemple, 300 grammes de viande, supposons par jour. 100 grammes de viande apporte en moyenne 20 grammes de protéines. Donc, on va dire j'ai mes 60 grammes de protéines en mangeant 300 grammes de viande. Vous l'avez compris, ce n'est pas l'objectif. Mais il les faut quand même, ces 60 grammes de protéines. Donc, c'est important parce que les protéines sont les nutriments de construction par excellence. On se construit, alors vous allez me dire, les muscles, bien sûr, ça vous vous en doutiez, mais on va trouver les protéines qui sont aussi, on va dire, qui sont indispensables pour les transformer, nous, en autres molécules essentielles pour la vie. Donc, on sait par exemple qu'on a certaines hormones qui sont élaborées à partir de protéines ou d'acides aminés. On a aussi des petites substances que notre cerveau doit fabriquer tous les jours, qui s'appellent les neurotransmetteurs. Alors j'en ai parlé cet après-midi, la dopamine le matin qui nous met en forme, la sérotonine le soir qui permet de nous apaiser, la mélatonine qui va nous endormir. On va retrouver également les protéines indispensables pour élaborer on va dire les substances, les molécules qui sont à la base de notre système immunitaire, de notre défense immunitaire. On parlera par exemple des immunoglobulines. Alors, si vous remarquez bien, la plupart de ces molécules que notre corps élabore à partir de protéines, qu'elles soient animales ou végétales, toutes ces petites molécules se terminent souvent par -ine. Donc vous avez par exemple l'hormone insuline, vous avez les neurotransmetteurs, dopamine, adrénaline, etc. Et vous avez également les immunoglobulines, par exemple, qui font partie de notre système immunitaire. Donc les protéines, alors on a aussi par exemple l'albumine, on a ce qu'on appelle des lipoprotéines. Ce sont des molécules qui aident au transport d'autres molécules dans le circuit sanguin. Voilà. Donc on peut retourner le problème dans tous les sens. Un organisme vivant ne peut pas se passer de protéines. Donc nos experts nous ont dit voilà à peu près 1 gramme par jour et par personne, et par kilo de poids, pardon. Mais il y a autre chose qui intervient aussi dans cette histoire de protéines, c'est que les protéines elles-mêmes sont constituées d'acides aminés. Et parmi ces acides aminés, il y en a 8 qu'on appelle acides aminés essentiels. Je ne sais pas si vous en aviez déjà entendu parler. Et il faut absolument que nous ayons 1 gramme de protéines par kilo de poids avec les 8 acides aminés essentiels. On y reviendra tout à l'heure, mais sachez que quand vous mangez une protéine animale, vous avez les 8 obligatoirement, parce que l'animal, il a fait le boulot avant vous. L'animal, il a mangé du végétal, toutes sortes d'herbes, de légumineuses aussi, puisqu'il y a des plantes comme la luzerne qui sont des légumineuses, des graminées. Et en fait, lui, il a déjà fait, on va dire, ce travail d'assemblage des 8 acides aminés pour élaborer on va dire, sa masse musculaire. Donc quand vous mangez du muscle, puisque c'est ce qu'on mange animal, vous êtes sûr d'avoir les 8 acides aminés essentiels. Donc on y reviendra tout à l'heure, mais manger moins de viande, ok, mais de manière, il faudra qu'on se débrouille pour avoir la quantité et la qualité. Il y a aussi d'autres problèmes qui peuvent se poser, c'est les apports en fer. Ça aussi, c'est quelque chose, on va dire, d'important à dire parce que le fer, pareil, nous en avons absolument besoin puisque c'est la seule chose peut-être que vous connaissez, c'est qu'il rentre dans la constitution de l'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est le pigment rouge du sang, mais c'est en fait le transporteur de l'oxygène. Donc quand vous inspirez, on va dire que l'oxygène de l'air qui arrive dans vos poumons va être capté par l'hémoglobine et ensuite, grâce à l'hémoglobine, transporté dans tout l'organisme, dans toutes nos cellules, puisque c'est le mode d'oxygénation, on va dire, de nos cellules. Donc sans ou avec des carences en fer, vous le savez trop bien, l'anémie arrive, la fatigue, l'essoufflement, etc. Donc là encore, on est obligé de distinguer le fer qui est présent dans la chair animale et le fer qui est présent dans les végétaux. Parce qu'effectivement, il y a du fer dans les végétaux, même quelquefois beaucoup plus d'ailleurs que dans les protéines animales. Mais ce n'est pas le même fer, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans la même structure. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on sait que le fer animal est 5 fois mieux assimilé au niveau de l'intestin que le fer végétal. Et que
si on fait le choix, par exemple, d'un régime 100% végétalien, eh bien, on va récupérer du fer, même pas mal de fer, avec, comme vous le savez, les épinards, mais aussi les légumineuses, les algues, etc. Mais ce fer n'est pas sous la même forme que dans la viande ou la chair musculaire. Et il va falloir que vous le transformiez. C'est-à-dire que ce fer végétal, vous allez vous l'amener à l'état de fer animal, c'est-à-dire un fer qui rentre dans la constitution de l'hémoglobine. Et pour ça, pour faire cette transformation-là, eh bien, on a besoin d'une vitamine qui s'appelle la vitamine B12. Et malheureusement, dans les végétaux, il y a très très peu de vitamine B12 et elle n'est pas non plus sous la même forme qu'une vitamine B12 animale. Donc voilà, ce sont des choses auxquelles il faudra faire attention et trouver des alternatives pour éviter effectivement anémie, fatigue, etc. Le calcium, on pourrait faire la même chose entre un calcium qui est présent dans les végétaux, et il y a énormément de végétaux qui contiennent du calcium, les amandes pour ne citer qu'elles, mais encore et une fois les légumineuses, encore une fois les algues. Donc le calcium est présent dans le monde végétal, mais il est sous une forme également moins bien assimilée que le calcium et moins bien utilisé par nos cellules osseuses, par exemple, sous cette forme, on va dire plutôt minérale, qui est dans les végétaux, forme ionique, alors que dans le lait, il va être présent d'une autre manière et il va, on va dire, être plus au service d'une bonne minéralisation. Là encore, ça, ce sont des faits. Après, on reviendra peut-être dessus, ça fera partie de vos questions, mais ça fait partie quand même on va dire des nutriments qu'il faut surveiller quand on adopte un régime moins riche en produits animaux. Les vitamines, on vient de les voir, donc il y a la B12, effectivement, qui est très peu présente dans le monde végétal et sous une forme qui est moins active. On a aussi la vitamine A. Alors quand je dis la vitamine A, c'est la vitamine animale, celle qui est présente par exemple dans le beurre, celle qui est présente dans le jaune d'œuf, celle qui est présente aussi dans les graisses de poisson. Celle-là est sous une forme animale aussi. La vitamine A, c'est le rétinol, c'est la vision, c'est la peau. Et dans le monde végétal, vous n'avez pas de vitamine A, vous avez une provitamine A. Donc une molécule qui, pareil, sera transformée toujours par nous en vitamine A. Mais là encore, pour transformer une molécule en une autre, ça suppose d'avoir des apports en toutes sortes de minéraux, oligo-éléments, etc., pour que la réaction puisse se produire correctement. Et pareil pour la vitamine D. La vitamine D est une vitamine animale. Tout simplement parce que les végétaux n'en ont pas besoin. Donc, eux ont élaboré, par exemple, parler de la vitamine A, ils ont élaboré une provitamine A, ou ils ont élaboré ce qu'on pourrait appeler une provitamine D. En fait, j'aurais dû vous mettre qu'il faut assurer les apports vitamine D3. C'est la vitamine animale, on va dire, que dans les végétaux, on a une autre forme de vitamine qui s'appelle la D2. Et là encore, si vous mangez des végétaux riches en D2, par exemple les champignons sont assez riches en D2, vous aurez encore ce travail à faire. C'est-à-dire que quand on adopte une alimentation 100% végétale, on aura un travail plus conséquent à réaliser. Alors souvent c'est le foie. Le foie, c'est l'organe qui synthétise toutes les molécules dont on a besoin. Donc ça va demander un travail, une surcharge de travail, on va dire, pour le foie. Alors on pourrait dire la même chose aussi pour les oméga 3, les fameux oméga 3. Donc effectivement, on a parlé tout à l'heure des huiles de colza ou de cameline qui sont très riches en oméga 3, l'huile de lin aussi, mais c'est un oméga 3 végétal. Eh bien cet oméga 3 végétal, nous sommes en capacité de les transformer en oméga 3 animal, en fait en 2 oméga 3 animales, que l'on appelle par leurs initiales, parce que le nom chimique est quand même assez compliqué, CEPA et DHA. Et on sait aujourd'hui que EPA, par exemple, est indispensable au bon fonctionnement du système cardiovasculaire. Il est même protecteur vis-à-vis des pathologies cardiovasculaires. Alors que DHA, lui, c'est l'oméga 3 du cerveau. D'ailleurs, on l'appelle aussi acide cervonique. Effectivement, les végétaux n'ont pas besoin de EPA et DHA puisqu'ils n'ont ni cœur ni cerveau. Et donc, ils n'ont pas poussé, eux, leur synthèse pour produire EPA, DHA. Donc là encore, si vous passez uniquement par le végétal, donc vous verrez, il y a plein de conseils. Prenez une cuillère à soupe, par exemple, de graines de lin par jour et vous aurez vos oméga 3 végétaux. Mais après,
c'est à vous de faire le travail de synthèse pour passer à EPA et DHA. Travail de synthèse qui nécessite à nouveau plein de cofacteurs, vitamines, minéraux. Tout ça aussi pour vous dire que si vous avez envie d'avoir EPA, DHA sans passer par votre propre synthèse, eh ben, vous serez obligé d'avoir aussi une alimentation qui ne soit pas carencée en minéraux et oligo-éléments. Pour ça, vous êtes à l'heure, quand on veut bien manger, c'est une globalité. Ce n'est pas juste agir sur un facteur, c'est considérer qu'il y a plein de facteurs, mais tout se tient et ça va vous paraître compliqué, mais au final, dans l'assiette, ce n'est pas si compliqué que ça. Donc EPA, DHA sont aujourd'hui des acides gras qu'on dit indispensables. Alors on peut les trouver dans les poissons, en particulier les poissons gras, mais là encore, de quelle qualité, de quel type d'élevage proviennent-ils, de quel type de pêche proviennent-ils, comment vous les avez fait cuire, parce que ça aussi c'est important. Mais en tout cas, on a un besoin quotidien de EPA, DHA pour être en pleine santé. Donc voilà, manger moins de viande, ok, mais on se débrouille pour apporter tout ça, et on verra comment tout à l'heure. Et c'est d'autant plus important évidemment pour les enfants de respecter ça, les adolescents et les femmes enceintes. Et là aussi, aujourd'hui, il faut vraiment mettre en garde. Et ici, il y en a peut-être qui me suivent sur Facebook, je ne sais pas, mais j'avais fait un petit post au mois de juillet en disant attention, parce qu'on commence à voir malheureusement des cas gravissimes de bébés qui naissent mal formés, malades, avec des déficits au niveau du quotient intellectuel, etc. Donc, des choses effectivement à savoir et à faire en sorte d'éviter au maximum. Donc, c'est aussi un travail d'information. Un adulte est responsable de sa santé, donc il va faire des choix qui n'engagent que lui. Une jeune femme enceinte et allaitante, elle engage aussi la santé de son bébé. Donc, à prendre en compte quand même. Voilà. Bref, on sait aussi que dans certaines pathologies, en particulier aussi dans le cadre des troubles du comportement alimentaire, anorexie, boulimie, c'est également aujourd'hui très très important de faire attention à avoir un apport correct en protéines et par exemple en EPA, DHA. Donc, on est bien d'accord, manger moins de viande peut avoir des bénéfices pour la santé, et déjà relativiser en disant que ça sera bénéfique effectivement si vous faites attention à votre équilibre alimentaire. Alors manger moins de viande pour sauver la planète, ça je dirais c'est peut-être d'ailleurs votre motivation de ce soir puisqu'on est ici avec cet objectif de s'alimenter mieux, alors souvent en faisant donc attention à ne pas gaspiller, ça je crois que ça fait aussi partie des choses à dire, et donc avec l'argument qu'effectivement manger moins de viande, voire ne plus en manger du tout, pourrait nous permettre de sauver la planète dans le sens où on limiterait effectivement les gaz à effet de serre, comme le fameux CO2, qui est responsable, aujourd'hui il n'y a pas de doute, sur l'évolution du climat et le changement, donc les problèmes climatiques. Alors évidemment, l'alimentation n'est pas la seule en cause, il faut parler aussi transport, industrie, etc. Là encore, quand vous lisez, j'ai fait essayer de faire le tour de la question, mais moi aussi, ce qui m'a un petit peu obligée à aller faire le tour de la question, c'est la lecture de ce livre dont je vous ai parlé tout à l'heure, Le mythe végétarien de Kate Lear. D'autres sites aussi, des sites bien informés, pas du tout extrémistes, et disons, oui, c'est pas aussi sûr qu'on ne veut bien le dire, et même la FAO estime que peut-être les émissions directes de gaz à effet de serre, GES, seraient plutôt de 14-15%, autant que l'évaluation des gaz à effet de serre produits par les transports. Donc voilà, c'est un peu plus peut-être nuancé. Il n'en reste que c'est toujours une vérité, mais de quelle viande allons-nous parler Et effectivement, la réponse aussi est différente en fonction du type d'élevage. Est-ce qu'on va parler d'élevage industriel ou est-ce qu'on va parler d'élevage traditionnel en pâturage? Bon, alors voilà, donc c'est bon pour la planète.
Et effectivement, bon, il y a des rapports qui sont imparables, d'autres voilà, plus nuancés. Et comme je vous disais, avant d'avancer quelque chose, c'est d'abord et aussi faire la distinction entre élevage industriel ou élevage traditionnel. Ce que ne savent pas forcément les gens, je suis sûre que vous le savez, mais ce que ne savent pas forcément les gens, c'est que derrière le beefsteak qu'ils ont acheté emballé sous vide dans leur grande surface, eh bien, il y a eu évidemment obligation d'élever cet animal. Alors bien sûr, une viande bon marché, on va dire. Donc, qui a été élevé avec l'objectif d'un rendement maximum, ça c'est sûr. Élevage qui se déroule très souvent effectivement dans des on va dire, des stabulations, dans des hangars, avec je dirais des quantités énormes d'animaux qui s'entassent et qui sont nourris, donc qui n'ont jamais mis le pied ou le sabot dehors. Et ils sont nourris à base effectivement de végétaux. Alors tout ça est très bien étudié, ne vous faites pas de soucis. On a des spécialistes en alimentation animale qui savent exactement quelles sont les proportions de maïs, de soja, voire de petits compléments alimentaires pour que l'animal soit au mieux de sa forme, prenne du poids rapidement. On sait même aujourd'hui d'ailleurs que la qualité de leur alimentation fait qu'on a un rapport, on va dire, masse musculaire gras qui est tout à fait correct. Mais cette alimentation du bétail en intensif exige bien sûr des productions énormes de maïs et de soja, la plupart du temps pour le soja OGM, 70% je disais tout à l'heure, et bien sûr cultivé en intensif, donc nécessitant des quantités d'engrais, de pesticides et d'eau aussi surtout. Donc c'est pour ça que toutes les données qui sont émises, on va dire, sur le coût énergétique, mais aussi les problèmes de pollution, sont toujours en lien avec ces élevages industriels. Peut-être parce que là, on a la possibilité aussi technique et scientifique de pouvoir le mesurer, chose qu'on n'a peut-être pas justement dans le cadre de l'élevage traditionnel. Et puis en plus, selon les territoires, on n'a pas forcément non plus le même modèle au niveau élevage traditionnel. Donc, ces cultures intensives, polluantes, utilisent près de 80% des terres agricoles de la planète et les rendent indisponibles à la culture des végétaux destinés quelquefois à l'alimentation humaine. C'est ce qui s'est passé au Brésil, en Amérique du Sud, où on a même quelquefois exproprié certains petits paysans, c'est ce qu'on disait en entrée tout à l'heure, pour pouvoir cultiver. Ils deviennent esclaves, on va dire, de leurs anciennes terres pour le profit, on va dire, de ces grosses exploitations agricoles, à viser donc de production agricole qui va être exportée dans nos pays occidentaux. Donc là, effectivement, ça rejoint un petit peu les motivations de je mange moins de viande pour éviter la faim dans le monde. Parce que c'est un petit peu sur ces arguments-là que j'ai démarré aussi cette démarche d'alimentation végétarienne, parce que c'était le leitmotiv aussi d'un des tout premiers livres de cuisine alternative, c'était celui du docteur Le Cerf dans les années 1980. Donc le docteur Le Cerf était directeur de l'Institut Pasteur de Lille, enfin section alimentation, et c'est ce qui l'a lui poussé à dénoncer une consommation de viande basée sur l'exploitation de terres agricoles dans les pays du tiers-monde. Donc il y a une injustice. Et en plus, évidemment, comme il était médecin nutritionniste, à notre désavantage, puisque avoir eu accès, à partir des années 70, d'une viande très bon marché, parce que élevée de cette manière-là, élevée de manière intensive, avait effectivement eu comme effet de l'augmentation des quantités de viande consommées par la population française, avec tout de suite en corrélation la montée en puissance des pathologies cardiovasculaires. Donc ça se tenait bien, mais on en est toujours sur cette problématique-là. Même chez nous, je ne sais pas si vous regardez de temps en temps Cache Investigation, etc., il y avait eu toute une émission sur le foie gras. Eh bien, le foie gras, finalement, est très peu produit en France. Par contre, c'était bien démontré, en fait, dans le Périgord et dans les régions annexes, c'était surtout
de l'agriculture intensive, c'est-à-dire de la production intensive de maïs, qui étaient envoyés en même temps que les petits canetons dans les pays de l'Est, enfin dans d'autres contrées que les nôtres, pour élever ces petits canetons avec du maïs cultivé en France, évidemment OGM. Et une fois que le canard avait atteint sa taille adulte, que son foie était suffisamment gros, il était abattu là-bas et le foie gras revenait en France dans le Périgord. Donc vous aviez votre foie gras produit voilà, du Périgord, d'accord. Et en fait, toutes les missions démontraient que finalement, ceux qui gagnaient le plus d'argent dans l'histoire, c'était les producteurs de maïs. C'était même pas les éleveurs. C'était même assez dramatique de voir comment ça se passait, aussi bien pour les animaux que pour les éleveurs de ces pays, qui souvent se retrouvaient avec des mortalités énormes, etc. Donc le lobby n'était pas celui, on va dire, du foie gras ou de l'élevage du canard, mais bien plus celui de la production intensive de maïs. Donc ça aussi, il faut vraiment le comprendre. Et quand on voit les bilans, effectivement, eau, engrais, pesticides, c'est pareil, c'est toujours par rapport à ce type d'élevage industriel. Donc, et je ne vous ai pas dit du coup, je ne sais pas si c'est moi qui ai loupé une diapo, quoi. Évidemment, on va dire beaucoup moins d'émissions de gaz à effet de serre si, à l'inverse, on passe sur des élevages traditionnels en pâturage. Et même, j'ai dû oublier, il y en a une qui est passée, je l'ai effacée involontairement, mais en tout cas, où on a donc là un cycle complètement différent de production. Il faut savoir aussi que 70% de la surface terrestre émergée n'est pas cultivable, en tout cas avec des modèles intensifs, mais qu'on est quelquefois sur des zones de pâturage. On peut penser aussi aux montagnes, etc. Donc, élever des animaux en pâturage n'a pas de conséquences, on va dire, sur la surface cultivable chez nous. Donc, ce sont souvent des zones où on ne peut pas cultiver. Les animaux vont aussi manger des végétaux qui sont complètement inconsommables par l'homme. Et d'ailleurs, plus l'animal est élevé en ce qu'on appelle prairie naturelle, plus il a une alimentation diversifiée, plus il a une viande aussi très savoureuse. Et on a parlé des oméga 3 tout à l'heure, les fameux oméga 3 végétaux. Bien sûr, c'est dans des graines oléagineuses comme le colza, etc. Mais figurez-vous que notre plus grande source d'oméga 3 végétale, c'est l'herbe. Et on parle quelquefois du pourpier. Vous savez, on avait fait tout ça, monte à loin. Les Crétois avaient moins de maladies cardiovasculaires que les autres méditerranéens parce qu'ils mangeaient du pourpier. Et bien oui, le pourpier, qu'on peut d'ailleurs faire pousser chez nous, est une salade extrêmement riche en oméga 3. Mais les pissenlits sont très riches en oméga 3, les orties sont très riches en oméga 3. Donc vous avez toutes sortes d'herbes qui peuplent les prairies naturelles, qui vont fournir à l'animal qui broute une quantité importante d'oméga 3 végétal. Et cet animal, eh ben, il va transformer, tout comme nous, l'oméga 3 végétal en oméga 3 animal, le fameux EPA-DHA. Donc ça, c'est déjà, ne serait-ce que ça, un bienfait extraordinaire. Mais l'élevage, on va dire, en pâturage, permet aussi d'entretenir les paysages, d'éviter les feux de forêt. Enfin, il y a plein d'avantages de ce style-là. Donc l'animal va excréter ses déchets organiques sur le sol du terrain, entretenant aussi la vie du sol. Donc il n'y a pas de labourage, on n'abîme pas la terre, on garde tout ce qui est vivant dans cette terre. Et donc on entretient en fait le végétal grâce, et on entretient et on enrichit la terre grâce aux déjections animales. Et on va dire que depuis des millénaires, depuis que l'homme élève des animaux, il a souvent procédé de cette manière-là. C'est-à-dire que l'animal était dehors, en prairie, il mange de l'herbe, il excrète ses déchets et il y a un cycle qui n'est pas, on va dire, qui n'est pas dégradant pour la vie du sol. Donc ça, on avait un peu oublié. Pour une qualité, on va dire au niveau qualité nutritionnelle bien supérieure. Voilà. Donc, après, évidemment, il y a toujours des gaz à effet de serre, c'est ce qu'on reproche, parce que les fameux gaz émis par les vaches, ben oui, elles font des paies riches en gaz carbonique et en méthane, mais ça représente, en tout cas aujourd'hui, un pourcentage très peu élevé par rapport à on va dire, au cumul
de la production de gaz à effet de serre liée à une agriculture intensive avec engrais, parce qu'il faut aussi les fabriquer, les engrais. Donc engrais et la concentration aussi énorme d'animaux. Plus quelquefois le transport en plus, puisqu'on racontait l'histoire des canards tout à l'heure. 15 minutes seulement, oh non. Raconter l'histoire des canards tout à l'heure, voilà, on peut dire aussi que le trafic de la viande, il est énorme, quoi, entre des animaux élevés en Belgique, par exemple. Vous savez que la plupart du porc breton n'est pas breton. Il est élevé en Belgique. Et moi, j'ai un voisin qui fait ce métier de transporteur. Il va chercher les cochons en Hollande et en Belgique pour les ramener dans les abattoirs bretons. Voilà. Mais c'est du porc breton, paraît-il. Voilà. Bon, bref. Voilà. Donc, vous voyez, un petit peu, quand on parle des gaz à effet de serre, il faut rajouter tout ça. Et se dire, bon, effectivement, consommer de la viande issue, alors on pourrait dire d'élevage extensif, en prairie naturelle, s'il vous plaît, pas en prairie artificielle. Bon, c'est mieux que rien, mais ça n'aura jamais les vertus d'une prairie naturelle, avec ces fameuses herbes riches en oméga 3. Et puis après, bon, effectivement, c'est quand même pour l'animal une qualité de vie, même si elle se termine, et j'en conviens, à l'abattoir, mais au moins une qualité de vie, on va dire, normale pour un animal. Donc voilà, à nous donc de choisir. Et là aussi, alors je repense au choix de Biocoop, parce que évidemment le cahier des charges des producteurs éleveurs en bio a malheureusement fortement évolué depuis le premier cahier des charges jusqu'au dernier, qui était de 2011 si je me souviens bien. Et le gros chamboulement de ce cahier des charges en 2011 sur la viande bio, ça a été effectivement de supprimer ce qu'on appelle le lien au sol, c'est-à-dire la production de l'alimentation de l'animal sur la ferme. C'est-à-dire que le premier cahier des charges de viande bio imposait que le bétail était nourri par des céréales, par du fourrage produit sur la ferme. Donc déjà, aucun risque aussi de fraude, ce qui malheureusement peut être beaucoup plus fréquent lorsque vous nourrissez vos animaux avec des graines venues d'ailleurs. Elles ont peut-être un label bio, mais on sait qu'évidemment, il y a eu beaucoup de fraude. Donc là aussi, bio, aujourd'hui, il faut toujours aussi se dire quel bio, quoi. Et quand ce nouveau cahier des charges est sorti, Biocoop s'est mis en marge, alors avec d'autres, on va dire d'autres chaînes de magasins bio, mais ça a quand même été précurseur et ça a pesé son poids, on va dire. Et là, on a refusé ce cahier des charges. Et il y a donc un cahier des charges, alors c'est aussi ce qu'on pourrait appeler biocohérence, où on a gardé ce principe de lien au sol. Et c'est la seule garantie primo d'avoir une alimentation de qualité pour l'animal, mais aussi d'empêcher des exploitations qui dépassent 100, 200, 300, voire 1000 vaches pour certaines vaches laitières. Donc en fait, le modèle aussi qu'a soutenu Biocoop pour tout ce qui est production animale, c'est le modèle des petites fermes, comme avant. C'est-à-dire une ferme, ça a une part de production animale, une part de production végétale. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que les deux se combinent. C'est-à-dire que l'animal va se nourrir effectivement des prairies, de l'herbe, et fournir un engrais, on va dire, naturel pour cette production qui va on va dire, pouvoir se perpétuer de façon durable. Et une fois de plus, pour le plus grand bien aussi au niveau santé, parce que ces animaux qui sont à l'herbe ont leur ration d'oméga 3, qu'ils vont transformer en oméga 3 animaux, c'est bon pour la santé, alors qu'en élevage industriel, les animaux sont nourris au maïs et au soja, avec un fort apport d'oméga 6 cette fois-ci, alors oméga 6 végétal, mais que eux transformeront en oméga 6 animal. Et cet oméga 6 animal s'appelle l'acide arachidonique, AA, et lui, il n'est pas bon pour la santé. Donc ça fait partie aussi des arguments, arrêtez de manger de la viande ou mangez-en moins, parce qu'il y a des oméga 6 qui sont pro-inflammatoires et pro-cancéreux. Mais oui, mais ça c'est une fois de plus vrai pour la viande entre guillemets industrielle, ça n'est pas vrai pour une viande issue d'un animal qui a été élevé à l'herbe ou en tout cas de façon traditionnelle, pâturage, fourrage en hiver. Voilà, donc ça c'est effectivement important. Alors effectivement,
si on vient à des choses un peu plus concrètes, manger moins de protéines animales. Donc évidemment, si vous voulez rester en bonne santé, vous imposera quand même de remplacer les protéines animales par des protéines végétales. Mais là aussi, quel type de protéines végétales allez-vous choisir? Et honnêtement, si on veut effectivement avoir un impact positif sur la planète, donc limiter la pollution, limiter les effets à gaz à effet de serre, eh bien, ça impose de choisir des sources de protéines végétales cultivées en bio. Sinon, si tout le monde, si la planète entière souhaitait devenir végétarienne ou végane, vous imaginez déjà la quantité énorme de surface agricole qui serait dédiée à cette production de protéines végétales. Si c'est pour voir cette production produite en intensif avec pesticides et compagnie, on ne sera absolument pas gagnant. Or, si vous regardez ce qui se passe aujourd'hui en grande surface, il y a une explosion au niveau des produits entre guillemets labellisés véganes, qui ne sont pas du tout issus d'agriculture bio et encore moins de transformation bio. Donc vous allez avoir je dirais, usage de pesticides, émulsifiants, enfin voilà. Donc c'est sûrement pas ce choix-là qu'il faut faire. Or, il y a une population non négligeable qui aujourd'hui consomme, on va dire, des protéines végétales en allant en grande surface, et en espérant, parce que je pense que la démarche, elle est sincère et positive, mais en réalité, c'est pas du tout évident que ce soit bénéfique pour la planète. Alors, manger moins de viande pour sauver la planète, eh bien, on va dire non, mais je me répète, j'ai dit, voilà. Alors, il y a aussi des gens qui se rebellent aujourd'hui et qui vont dans ce sens-là, manger moins de viande pour sauver la planète. Eh bien, figurez-vous que le MODEF a réagi, je crois, il y a 2 jours, c'était dans un article du Monde. Pour eux, on se trompe de combat parce que le MODEF prône un approvisionnement local et bio comme moyen pour améliorer la santé publique et lutter contre le réchauffement climatique. Donc c'est clairement dit. Ceci dit, moi je me réjouis quand même de cette proposition parce que quand je l'ai émise il y a 20 ans, puisqu'il y a à peu près une vingtaine d'années, il y avait des mouvements un petit peu partout et surtout en Bretagne sur introduire le bio en restauration collective. Et effectivement, pour limiter les budgets, la proposition de mettre un menu végétarien par jour était quand même tout à fait raisonnable. Eh bien, elle a été refusée d'emblée, c'était impossible, bref. Et voilà, on va dire 20 ans plus tard, ça y est, c'est passé. Et je trouve ça génial parce que c'est sûrement le meilleur moyen de faire comprendre aux gens qu'effectivement, on peut avoir un repas équilibré sans passer par la viande. Donc, c'est au moins éducatif, même si ça n'a pas forcément les retombées. Voilà. Donc, évidemment, je vais peut-être passer très vite là-dessus, manger moins de viande pour équilibrer son budget alimentaire, oui. Alors, on en discutait cet après-midi. Évidemment, si vous en étiez à 500 grammes par semaine, etc. Bon, maintenant, si vous avez déjà une consommation très raisonnable, je ne pense pas que vous verrez une différence fondamentale sur votre budget. Mais voilà, du coup, je suis allée voir un petit peu quel était le prix moyen aujourd'hui d'une viande bio. Je n'ai pas pris d'autres exemples, puisque si on en mange moins, c'est pour manger celle-ci et pas une autre. On est à peu près à 15 € le kilo. En moyenne, toute viande confondue, toute catégorie, c'est-à-dire qu'on va mettre les pot-au-feu aussi et les bas, ce qu'on appelle les bas morceaux, mais 15 kilos. 15 € le kilo. La consommation moyenne de France, là aussi estimée aujourd'hui à 57 grammes par jour et par adulte, 49 grammes pour un enfant. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'un coût pour l'année par personne est peut-être de 300 € pour des protéines, enfin pour de la viande, pour des protéines animales. Voilà. Donc, ce qui fait 1 200 € par an. Alors, c'est vrai qu'on peut la diviser par 2, sans problème. Mais tout dépend du point de départ, comme je vous le disais tout à l'heure. Et évidemment, il faudra remplacer les protéines animales, on l'a déjà dit, par les végétales. Quand vous regardez le prix de certaines préparations végétariennes bio, je ne parle pas de la grande surface, ça ne m'intéresse pas, mais même en grande surface, je suis allée voir les prix des steaks végétaux, on est sur du 3,50 € à peu près pour 100 grammes. Mais vous savez, un steak, on n'est pas loin de ce prix-là. Donc, voilà, un steak bio, s'il vous plaît. Et puis après, quelle quantité de protéines j'ai aussi. Parce que quand vous regardez ces préparations végétales,
vous vous rendez compte que vous avez rarement 20 grammes pour 100 grammes. Là encore, hein, en allant sur Internet, j'ai un peu vérifié tout ça, on est plutôt sur du 10 à 15 grammes pour 100 grammes hein, de produits, hein, de steak végétal, entre guillemets. Hein. Et donc, par contre, vous avez effectivement des produits qui vous amèneront bien à peu près 20 grammes, c'est-à-dire l'équivalent de la viande. Donc ça aussi, c'est à regarder. Hein. Donc regardez l'origine, la fabrication hein, et le taux de protéines avant d'acheter des choses toutes préparées. On est bien d'accord. Hein. Voilà. Alors, manger moins de viande comment? Parce que c'était quand même ça le plus important. Donc évidemment sans impact négatif sur la santé, donc on l'a vu tout à l'heure, il faut assurer les apports en protéines, en acides aminés essentiels, etc. Et en rééquilibrant globalement l'alimentation pour éviter aussi sucre rapide, sel en excès et les fameux gras trans. Donc, alors il y avait quand même des petites choses à savoir, mais je vous les ai déjà dites, hein, ce qu'il faut savoir sur les protéines, donc on en avait fait un petit aparté tout à l'heure, hein, la fonction des protéines, on l'avait vu aussi, hein, et les fameux acides aminés. Donc effectivement, les protéines sont un assemblage d'acides aminés. Et au cours de la digestion, on casse tout ça grâce à nos sucs digestifs. Donc finalement, dans votre tube digestif, vous n'avez plus de protéines. Donc que vous ayez mangé du maïs, du soja, du blé, des légumineuses ou de la viande, à la fin de la digestion, dans votre tube digestif, il reste des acides aminés. Et c'est des acides aminés qui vont traverser la barrière intestinale, se retrouver dans le sang et au cœur de vos cellules. Et au cœur de vos cellules, c'est à vous de refaire le boulot, de fabriquer vos protéines. Hein, parce que ce n'est pas parce qu'on mange du bœuf ou du soja tous les jours qu'on va se retrouver hein, avec des protéines de bœuf ou des protéines de soja qui sont là dans notre organisme. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein. Je mange des aliments riches en protéines, ils sont digérés en acides aminés, je récupère les acides aminés et moi derrière je fabrique les miennes de protéines. Hein. Mais pour fabriquer tout ça, il nous faut absolument les fameux 8 acides aminés essentiels. Et ceux-là, on ne sait pas les fabriquer. Hein. Donc, ils doivent être apportés tous les jours quasiment hein, dans notre nourriture. Donc, comme je disais tout à l'heure, quand on mange des protéines animales, il n'y a pas de souci. Hein, on a les 8 acides aminés essentiels. Mais dans les protéines végétales, on n'a pas toujours les 8 acides aminés essentiels dans les bonnes proportions. Hein. C'est comme si je vous demandais de jouer au Scrabble avec on va dire un ensemble de petites lettres. Donc vous avez toutes les lettres de l'alphabet, mais je ne vous ai pas mis le E. On est en France. Hein. En Italie, je ne vous aurais pas mis le I ou le O, hein, mais je ne vous ai pas mis le E. Hein. Eh bien, vous aurez beau avoir vos 8 petites lettres, il va toujours vous en manquer une. Hein, et on va dire que ça va vous gêner pour fabriquer des mots. Eh bien, dites-vous bien que dans nos cellules, c'est pareil. Hein. J'ai mangé exclusivement, par exemple, du riz complet. Hein. Il y a bien les 8 acides aminés essentiels dans le riz complet, mais on en a un qui s'appelle la lysine, qui est vraiment en très, très petite quantité. Eh bien, ça va m'empêcher hein, de fabriquer entièrement mes protéines. Donc, on parle de rendement hein, ou d'indice chimique d'une protéine. Et c'est la grande différence entre les protéines animales et végétales. Hein. On va dire qu'une protéine animale, elle vous amène les 8 acides aminés essentiels dans les bonnes proportions. Vous allez les utiliser à 100% hein, pour fabriquer vos protéines. Une protéine végétale, s'il lui manque un tout petit peu de lysine, par exemple, ou d'autres, comme la méthionine, eh bien, vous ne les utiliserez pas à 100%. Donc, c'est, on va dire, effectivement, un gain de productivité, entre guillemets, quoi. Et ça, c'est un petit peu gênant parce que souvent, on ne le comprend pas. Donc, il faut, effectivement, bien expliquer cette grande différence entre protéines animales et protéines végétales. Et je vais vous remontrer un petit tableau, hein, vous allez comprendre. Donc ça, vous avez eu le temps de voir, hein, la chair des animaux terrestres, les sous-produits animaux, c'est-à-dire fromage, lait, œufs, etc., hein, sont les sources animales. Et végétales, eh bien, on les a citées tout à l'heure. On a bien sûr les céréales. Je précise toujours complètes ou demi-complètes parce que les protéines dans les céréales ne sont pas au cœur du grain, mais sont plutôt en périphérie. Donc quand vous raffinez une céréale, vous perdez une grande partie des acides aminés, hein, et en particulier les acides aminés essentiels. Ce n'est pas le cas des légumineuses. Les légumineuses, on peut dire dans la peau, il n'y a rien. Hein, d'ailleurs, elle est transparente, elle est translucide.
Tout est dans le grain, donc il n'y a pas de souci. On peut enlever la peau des légumineuses, qui souvent est indigeste. Les graines oléagineuses, c'est pareil, c'est dans la graine elle-même, c'est pas dans la peau. On en trouve dans les algues. Les graines protéagineuses, ce sont des graines comme l'arachide et le soja qui sont riches et en gras et en protéines. Donc, quand on fait un petit tour, on se rend compte qu'effectivement, dans les viandes, on a à peu près 20 à 30% de protéines. On a les 8 acides aminés essentiels. Poisson, on est un petit peu moins, 18-20. Les œufs, 13. Alors, les œufs, c'est, on va dire, 100 grammes d'œufs, c'est 2 petits œufs calibre 50. C'est pas gros. Si vous prenez 2 œufs calibre 75, par exemple, vous avez 20 grammes de protéines aussi. Les produits laitiers, 5 à 8, et le fromage, 20 à 30, selon que vous êtes sur une pâte molle ou une pâte dure. Donc là encore, produits laitiers contiennent également les 8 acides aminés essentiels. Par contre, quand on regarde ce qui se passe avec les céréales, j'insiste bien sur les céréales cuites. Quand vous avez cuit vos céréales, eh bien 100 grammes par exemple de riz amèneront 3 grammes de protéines, 100 grammes de quinoa amèneront 6 grammes de protéines. Pareil pour les légumineuses, 100 grammes de lentilles cuites amènent à peu près 8 grammes de protéines. Mais attention, dans ces protéines, eh bien, il me manque certains acides aminés essentiels. Donc ce n'est pas du tout évident que j'assimile et que je puisse transformer les 8 grammes par exemple de protéines que je viens de manger avec mes lentilles, que je viens d'obtenir plutôt avec mes lentilles. Donc, les graines oléagineuses, c'est 10 à 20, et les algues, 10 à 20 aussi. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, voilà, je vous repasse ça, mais comme on n'a plus tellement de temps, je vous les laisse regarder. Les légumineuses, le soja, oui, le soja cuit. Alors ça, c'est le fameux soja jaune, avec lequel on fait ce qu'on appelle le lait, mais qu'on appelle filtrat de soja, avec lequel on fait le tofu, avec lequel les Asiatiques font du tempeh ou du miso. Mais si on mange par exemple du tofu, 100 grammes de tofu, donc le tofu c'est une espèce de fromage caillé que l'on a réalisé à partir du lait de soja. Le lait de soja, entre guillemets, c'est tout simplement le filtrat de cuisson de ces fameuses graines. Donc vous faites cuire vos graines de soja et vous récupérez, bien sûr en pressant un petit peu, vous récupérez le jus de cuisson, le lait, qui contient à peu près 4,5-5% de protéines. Mais ce lait de soja, on le fait cailler pour obtenir un fromage de soja qui s'appelle le tofu. Dans le tofu, on est à peu près à 14% aussi de protéines, avec les 8 acides aminés beaucoup mieux, on va dire, équilibrés, donc on n'a pas de carence en certains acides aminés. Donc c'est pour ça que le soja a aussi l'image, on va dire, de la protéine végétale la plus complète, la plus proche aussi des protéines contenues dans les produits animaux. Alors vous allez me dire, oui, mais le soja, il paraît que c'est pas bon, on ne peut pas en manger trop, etc. Bon, d'abord, là encore, primo, le choisir bio, garanti sans OGM. Et secondo, savoir que dans le soja, mais il n'y a pas que le soja, dans les légumineuses, dans certaines plantes, vous avez des petites molécules qui s'appellent des phytoœstrogènes, c'est-à-dire des molécules qui ressemblent comme 2 gouttes d'eau à nos propres œstrogènes. Et contrairement à ce qui a été dit, ces phytoœstrogènes ne présentent aucun danger pour la santé. Dans le meilleur des cas, je pense par exemple à la ménopause, ils vont même pallier le manque d'œstrogène produit par une femme. Mais il faudrait vraiment en manger en excès pour avoir, on va dire, un taux d'œstrogène un peu trop élevé, quoi. Mais normalement, manger en quantité raisonnable, c'est-à-dire ça peut aller de 1 part à 2 parts par jour. Je conseille aux végétaliens, par exemple, d'aller jusqu'à 2 parts par jour. Sinon, ils n'auront pas leurs apports en protéines suffisants. Mais pour un flexitarien, puisque c'est un petit peu de ça, vers ça que j'aimerais vous amener, pour un flexitarien qui va manger un petit peu de viande, un petit peu de poisson, de temps en temps des œufs, eh bien, pourquoi pas manger 1 à 2 fois par semaine du tempeh ou du tofu, voire même se faire plaisir si vous aimez les saveurs asiatiques avec une soupe miso. Il n'y a aucun souci. D'accord? Donc, voilà pour tout ça. Le tempeh, donc c'est un tofu, on pourrait dire, c'est des graines de soja cuites fermentées. Et le fameux miso, c'est du soja, des grains de soja que l'on a cuits
et que l'on a remis à fermenter pendant à peu près un an et demi, jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte noire. Et les Japonais, surtout, l'utilisent. Ils mettent une cuillère à café ou une petite cuillère à soupe dans de l'eau chaude, et ils ont une soupe miso. Alors après, on peut l'agrémenter avec plein d'autres choses. Légumes, etc., voire même quelquefois tofu. Bon, c'est ce qu'on voit dans les restaurants japonais, c'est la petite entrée avec la soupe miso, des petits morceaux de tofu, un petit peu d'oignon et un petit peu d'algues aussi. Donc c'est une soupe qui finalement est relativement riche en protéines. Voilà. Il existe aussi des protéines de soja texturées, c'est-à-dire que là, on passe par l'industrie agroalimentaire quand même, qui par des techniques, alors si c'est en bio, c'est des techniques propres, on va dire, sans solvant, etc., où on arrive à extraire les protéines de la graine de soja. La graine de soja, elle contient du gras, des amidons et des protéines. Grâce à des techniques particulières, la texturation, on arrive à extraire un maximum de protéines. Ici, si je crois, on est sur du 50% de protéines à peu près dans la petite graine. Alors, vous n'allez pas manger les graines comme ça, mais vous allez les réhydrater. Et finalement, en les réhydratant, on arrive à, on va dire, une espèce... C'est ce qui remplace la viande hachée. Donc, vous pouvez vous faire des bolognaises avec de la protéine de soja texturée. On n'est pas loin des 20% de protéines d'une viande. Voilà. Et on a les 8 acides aminés essentiels. D'accord ? On a parlé des algues. Alors aujourd'hui, on est en Bretagne. Vous avez plein de cueilleurs ou producteurs d'algues. Donc en allant dans les magasins bio, vous en trouverez sans problème. Elles sont vendues souvent fraîches et saumurées dans du gros sel. Il suffit de bien les rincer et on peut les incorporer dans différentes préparations. Généralement, on a peur des algues parce qu'il y a une odeur relativement iodée, assez forte, mais une fois que vous les avez réhydratées, cuisinées, c'est tout à fait, je dirais, acceptable. C'est même franchement délicieux. Voilà, donc à vous d'essayer. Et puis je veux dire, avec les algues, vous amenez non seulement des protéines, tous les acides aminés essentiels de façon parfaite, mais aussi énormément de minéraux, et en particulier l'iode, qui est vraiment un minéral aussi très important. Voilà. Et donc là, je vous réexpliquais un petit peu cette histoire de qualité nutritionnelle des protéines végétales. Donc effectivement, on a mangé notre protéine végétale. Allez, on va prendre par exemple des légumineuses. J'ai récupéré 8 grammes de protéines que j'ai dissociées en acides aminés. Ça arrive chez moi, dans mes cellules. Et la cellule va se mettre au boulot pour fabriquer nos protéines. Et là, effectivement, soit il y a le bon rapport de tous les 8 acides aminés essentiels et elle va utiliser à 100% les 8 grammes de protéines que vous venez d'avaler, soit il manque des acides aminés ou ils sont en trop petite quantité, donc votre cellule n'arrivera pas à resynthétiser 100% de protéines. Donc il y aura de la perte, donc on va parler de mauvais rendement. Donc je mets voilà un œuf par exemple. Alors l'œuf, c'est même l'exemple de la protéine idéale. Elle a exactement les 8 acides aminés essentiels dans les besoins, qui correspondent aux besoins exacts de l'homme. Donc vous mangez un œuf, il a un indice chimique, j'ai mis un indice chimique, j'ai parlé de rendement, de 100. Lorsque je mange un œuf de 50 grammes qui apporte 7 grammes de protéines, mon organisme métabolisera les 7 grammes de protéines. Je mange du riz complet qui a un indice chimique de 70, ce qui est déjà pas si mal. Lorsque je mange 100 grammes de riz complet, ça m'apporte 3 grammes de protéines, mais mon organisme ne pourra métaboliser seulement que 3 fois 70%, 2 grammes 1 de protéines. Alors, vous voyez que on peut... Alors, ça va nous amener à cette notion aussi de complémenter. Alors voilà, ça c'est un petit tableau, donc ça c'est tiré d'un très vieux bouquin, l'alimentation végétarienne, l'équilibre de l'alimentation végétarienne, qui était paru dans des éditions spécialisées, on va dire, éditions médicales, des éditions Masson médicales, et ce livre, voilà, ça a été on va dire mon livre d'initiation il y a 40 ans. Donc écrit par un médecin, Jacqueline André, vraiment spécialiste de l'alimentation végétarienne, et qui a fait le tour de la planète aussi pour essayer de comprendre comment ça se passait dans des pays où effectivement il y avait très très peu d'apports en protéines animales. Donc, alors vous voyez qu'effectivement l'œuf, le lait de femme, le lait de vache, c'est pas trop mal quand même. Les fromages, c'est toujours un petit peu moins parce que votre fromage perd des protéines à l'égouttage et au caillage, donc un indice chimique un petit peu moins important. Mais on voit qu'après, c'est très inégal, Les pois chiches, les lentilles, ça peut être très, très faible. Les graines oléagineuses, 50, c'est à peu près ce qu'on va trouver pour toutes les graines oléagineuses. Mais 65, mais l'arachide est un oléagineux particulier
qui est très très riche en protéines aussi, et les céréales. Alors vous voyez que les céréales, c'est pas si mal que ça, 63, etc. Et donc, l'idée ensuite, à partir du moment où on a bien compris qu'un aliment végétal tout seul ne pouvait pas apporter les 8 acides aminés essentiels dans les bonnes proportions, eh bien, il suffit d'associer 2 sources de protéines végétales ensemble. D'où cette notion de complémentation des protéines végétales à laquelle je tiens beaucoup. Je dis ça parce que quand je vais me promener sur les sites internet d'aujourd'hui, vous avez des forums, etc. Et donc, effectivement, certaines personnes disent « Ah oui, mais c'est compliqué de cuisiner et du riz et des lentilles ensemble. » Et la réponse, c'est « Mais tu t'en fous, parce que tout le monde se tutoie aussi. Tu t'en fous, tout ça, c'est des conneries. Donc, voilà, tu peux manger ton riz le lundi, manger du millet le mardi, et puis finalement, si tu y penses, tu mangeras tes lentilles le vendredi, quoi. » Eh bien non, parce que je pense quand même qu'il y a des gens qui ont bien travaillé sur le sujet, et il est quand même préférable. Alors, si ce n'est pas forcément au même repas, mais au moins dans la même journée, voilà, sur 24 heures. Donc, j'ai mangé mon riz ce matin, eh ben, je me ferai un plat de lentilles ce soir, quoi. Et ça va encore fonctionner. Mais dire qu'on peut reculer à plusieurs jours cette notion d'association, c'est faux. Et puis, voilà, ça permet aussi d'avoir des plats traditionnels, parce que finalement, on revoit tout ça à la lumière, on va dire, scientifique. Mais les populations n'ont pas attendu la recherche scientifique pour trouver instinctivement que oui, c'était quand même mieux, qu'on se portait beaucoup mieux quand on mettait dans le même plat du riz et des lentilles. Et quand on regarde les plats traditionnels en Amérique du Sud, en Inde, en Chine, etc., on se dit bien sûr, c'est ce qu'ils faisaient, mais même chez nous. Parce que, comme je vous disais, la consommation de viande, elle a fortement augmenté après-guerre parce qu'on a eu des types de production intensives qui ont fait baisser les prix, mais avant, on mangeait de la viande les jours de fête, on gardait un petit peu de reste, mais moi je me souviens encore d'avoir passé des vacances chez mes grands-parents où il fallait encore les trier à l'époque, les lentilles, mais ma grand-mère qui connaissait absolument pas tous ces trucs-là, c'était systématique. Il y avait un repas quasiment végétarien toutes les semaines avec des lentilles, et c'était régulier, lentilles, les haricots secs, etc. Et souvent, c'était bien sûr, on est en France, donc on avait la soupe ou le plat avec du pain. Donc voilà, sans le savoir, on faisait l'association céréales légumineuses. Si vous allez en Italie, moi j'adore les bruschetta italiennes, où c'est du pain avec déjà des pâtés végétaux, toutes sortes de pâtés végétaux. Même en Vendée, j'ai appris que les Vendéens mangeaient des mogettes, des pâtés de mogettes avec de l'ail, etc., sur leur tranche de pain. Donc c'est, on va dire, universel, cette association céréales légumineuses. Et quand on creuse un peu, alors le sujet, et quand on aime bien cuisiner aussi, il y a un bouquin qui m'a beaucoup aidé aussi tout au départ, écrit par un très grand bonhomme aussi, qui est Claude Aubert. Claude Aubert qui a été le premier, on va dire, ingénieur agro à parler de protéines végétales et à écrire des bouquins sur l'équilibre végétarien. Et donc, Claude Aubert a écrit un livre qui est passionnant, qui est toujours édité, toujours chez Terre Vivante, puisque Claude Aubert, entre parenthèses, est le fondateur aussi de Terre Vivante. Et donc, son bouquin, c'était Fabuleuses légumineuses. C'est un livre extraordinaire, on apprend plein de choses, justement, sur cette manière de vivre et de manger, souvent avec peu d'argent, en ayant comme base alimentaire céréales légumineuses, mais pour autant, ne négligeant pas un apport de protéines animales. Alors ça dépendait, c'est un petit peu de crevettes dans certains pays, c'est du fromage dans un autre, c'est des œufs dans celui-là, c'est de la viande quand on a le bonheur d'en avoir, etc. Donc il y a plein de recettes dans ce livre Fabuleuses légumineuses qui sont exactement dans cet esprit où j'assure une base de protéines équilibrées avec des associations céréales légumineuses et où j'ai pas, ça dépend des jours, un petit complément à côté de protéines animales. Mais le complément, voilà, c'est un complément. C'est-à-dire qu'on est plutôt, cette fois-ci, sur des apports en viande, en poisson, en crevettes, en fromage, de l'ordre, on va dire, de 30 à 50 grammes maximum par personne dans le plat. Donc, c'est effectivement, on réduit considérablement l'apport en protéines animales. Donc, les associations les plus connues, oui. Oui, on va aller sur une conclusion. Voilà. Donc,
Voilà, je vous ai mis plein de petits exemples. Donc voilà, alors la conclusion, mangez juste ce dont vous avez besoin, ni trop peu, ni trop. Et donc, je reviens là-dessus et je vous donne pas mal d'exemples, justement. Ça peut être effectivement quelqu'un qui mange encore, qui n'a pas envie de trop modifier ses habitudes alimentaires. Ils n'aiment pas les légumineuses, c'est trop long à cuire, bon bref. Si vous avez 100 à 120 grammes de viande, volaille, poisson ou œuf par jour, une part de fromage, du pain complet, des céréales demi-complètes qui accompagneront peut-être votre poulet, quelques graines oléagineuses au goûter par exemple, eh bien vous refaites le calcul, le comptillez, j'ai mes 60 grammes avec les 8 acides aminés essentiels. Mais si j'avais mis 2 fois mon plat de viande, forcément, pof, je dépassais le plafond, j'étais plus dans les normes. Si je commence à diminuer, eh ben, je mets un petit peu moins de viande, mais qu'est-ce que j'ai augmenté? Là, il y a toujours le fromage et les œufs, mais j'ai dû augmenter ou rajouter des légumineuses, qu'il n'y avait pas tout à l'heure. Voilà. Eh bien, c'est pareil, le comptillé aussi, aucun risque de carence en acides aminés essentiels. Là, je suis végétarien, c'est-à-dire que végétarien, j'ai œufs, mais fromage encore. Là, j'ai rajouté un petit peu de tofu, puisque j'ai plus de viande du tout, donc j'ai mis œufs, tofu, alors ça, c'est des moyennes. J'ai toujours mon fromage, mes 100 grammes de pain, les céréales, les légumineuses, des oléagineux, je peux même rajouter un petit peu d'algues en plus, eh bien j'aurai aussi mon compte avec toujours l'assurance d'avoir les 8 acides aminés essentiels, et je ne vous dis pas aussi les acides gras oméga 3, la vitamine A, etc., parce que j'ai les œufs. Et là, si je suis sur un végétalien, et je n'ai pas forcé le trait, j'ai même bien... les protéines sont bien présentes, protéines végétales, donc j'ai cette fois-ci 100 grammes de tofu, j'ai toujours mon pain complet, j'ai toujours les céréales, les légumineuses, oléagineux, mais là, effectivement, le compte n'y est pas tout à fait. Alors, c'est pas dramatique, j'ai pas fait le compte, mais on doit être à 45, je crois. Le compte n'y est pas tout à fait. Sur le long terme, il pourrait aussi engendrer des carences, bien sûr, en acides aminés essentiels, fer, etc., ou entraîner fatigue et après compensation. Et voilà, conclusion, manger moins de viande, la choisir de qualité. Et la choisir. Donc en priorité, manger de la viande une seule fois, en priorité, c'est-à-dire si vous êtes au début de la démarche, voilà. Jusque-là, vous n'aviez pas pris conscience de tout ça, vous dites allez hop, j'ai pris la décision, c'est mon défi, voilà. Je diminue la viande, donc en priorité déjà l'enlever le soir. C'est des choses qu'on peut dire, et même que je dirais, la plupart des naturopathes disent aussi aujourd'hui, éviter les protéines animales le soir. Aussi bien la viande d'ailleurs que le fromage, je peux vous rassurer, enfin, ne pas vous rassurer, mais c'est ça. Donc manger de la viande une seule fois par jour, avec un petit peu, je dirais le matin, alors ça peut être des œufs, et de préférence, devenez végétarien le soir. Donc ça peut déjà être une première démarche. Ensuite, si vous voulez aller plus loin, eh bien, optez une à deux fois par semaine pour un repas végétarien. Au déjeuner, j'ai mis, mais ça peut être très bien aussi au dîner. Gardez impérativement des sources de protéines animales. Une fois par semaine, par exemple, de la viande rouge ou des mollusques. On n'en a pas parlé, mais ce n'était pas dans la viande. Mais n'oubliez pas que les moules et les coquillages, les moules sont très, très riches en fer, alors très riches en protéines, en fer et en B12. Là aussi, il faut savoir bien les acheter. Ça peut être une fois par semaine, pas forcément plus, un poisson gras. Des petits poissons en provenance de petits pêcheurs pour éviter tout ce qu'on disait tout à l'heure en aparté, parce que, évidemment, on va choisir aussi des modes de pêche durables. Aujourd'hui, les poissonniers sont obligés. À partir du moment où ils font la démarche, on va dire, ils en font référence. Quand il n'y a pas de référence, bon, vous ne savez pas d'où ça vient. Donc, pêche durable. Et effectivement, ça ne sert à rien de vouloir manger du saumon à tout prix, parce qu'un saumon d'élevage est rarement de qualité. On en trouve en bio, mais il est extrêmement cher. Donc, de toute façon, vous arriverez peut-être à consommer du saumon sauvage ou du saumon bio une fois par mois, si vous aimez. Mais sinon, passer par le hareng, le maquereau, les sardines, ils sont même plus riches en oméga 3 que le saumon. Et surtout, ça coûte beaucoup, beaucoup moins cher. Voilà. Donc tout ça, c'est très bon pour les EPA, DHA, la vitamine D et l'iode, on disait tout à l'heure. Les coquillages aussi et les mollusques sont très intéressants pour l'iode, le fer, le zinc et le B12. Alors c'est vrai qu'on est normalement dans le Finistère assez amateur de ce genre de source de protéines.
Ça peut être 4 à 7 fois par semaine des œufs coques. Si vous êtes vraiment végétarien, n'hésitez pas à manger un œuf par jour. Ça ne vous fera pas de mal. Et sinon, si vous avez une alimentation plus diversifiée, ça peut être jusqu'à 4 fois sans problème aussi. Pour là encore, des oméga 3 EPA, DHA, de la vitamine A, de la vitamine B12. Et puis j'ai quand même gardé une part par jour de fromage. Alors fromage à pâte dure, mais après vous pouvez varier avec d'autres produits laitiers. Mais pourquoi je choisis ceux-là? Parce que ce sont les plus riches en protéines et surtout les mieux digérés. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'y a plus de lactose dans les fromages. Donc ça évite tous les problèmes liés aux intolérances au lactose. Et puis si vous le voulez là aussi, varier en prenant vache, brebis, chèvre. Et ça limite sérieusement les problèmes d'intolérance puisqu'on en parle de plus en plus aujourd'hui. Et puis on reviendra aussi sur la même chose, qualité, 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 élevage traditionnel et fabrication du fromage traditionnel aussi. Bon, là encore, en bio, dans la filière bio, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Donc, choisir impérativement des viandes, volailles, œufs issus d'élevage bio. Voilà, donc on l'a dit et redit. Ça, c'est l'essentiel. Pour leur qualité nutritionnelle, bien sûr. Là aussi, on pourrait dire, il y a plein d'études qui montrent que les viandes, on va dire, bien élevées, sont plus riches en protéines, en oméga 3, en fer et ont moins d'oméga 6. On l'a vu tout à l'heure. Le respect de la vie animale, l'impact environnemental avec le lien au sol, la qualité gustative, quand même, on n'en a pas parlé, mais ce n'est pas une punition non plus que de manger mieux avec moins de viande. Et réapprendre à cuisiner des morceaux les moins nobles, parce que ça aussi, c'est une chose alors on va dire la viande est chère, oui, mais il y a plein de manières et plein de morceaux que l'on appelle de troisième catégorie qui sont de très bonne qualité, parce qu'issus d'un animal bien élevé, mais on peut aussi, ça permet aussi de valoriser au mieux cette production animale. Et puis aller vers le zéro déchet, faire des économies. Alors, on n'a plus le temps d'en parler, mais moi, je suis devenue une fan des bouillons, des pot-au-feu, etc., pour plein de raisons, et en particulier des raisons de santé, parce qu'effectivement, dans les produits animaux, une chose aussi qui est intéressante, c'est de récupérer ce qu'on appelle les gélatines, le collagène, etc. Et on discutait tout à l'heure de prévention de l'arthrose. Eh bien, c'est sûrement un des meilleurs moyens d'amener ces substances-là qui ne sont qu'animales. Vous ne trouverez jamais, c'est de la gélatine, etc., dans les produits végétaux. Donc là encore, et pensez aux Chinois, qui ne mangent pas forcément beaucoup de viande, mais qui ont toute leur préparation culinaire à base de bouillon d'os. Et c'est une manière pour eux d'amener effectivement de manière très économique. Et puis voilà, on valorise tout dans l'animal. Il y avait une formule, on mange tout dans le cochon, et il n'y a rien de perdu dans le cochon, mais c'est vrai. Et donc dans notre cuisine, réapprendre tout ça, ça prend un peu de temps, mais bon, c'est tout à fait jouable. Et je cite souvent aussi un autre auteur, Maxime de Rostolan, qui a écrit un bouquin et qui a monté une association qui s'appelle Les Fermes d'Avenir, qui ressemble un petit peu, on va dire, c'est un peu la même démarche qu'a choisi Biocop pour le choix, on va dire, de ses éleveurs partenaires. Voilà, après je vous remets quelques petits exemples. Donc ça peut être effectivement pour un dîner ou un déjeuner, du poulet avec des légumes verts et un petit peu de féculents, ou pareil avec le poisson, mais ça peut être aussi une petite recette boulgour à la bretonne, 150 g de riz demi-complet cuit bien sûr, des petites lamelles de saumon et 30 g de lanière d'algues, et puis à côté vous servez un petit plat de légumes verts. Voilà encore on va dire un plat où on a 30 grammes de protéines animales et il est parfaitement équilibré, il vous apportera vos 20 grammes de protéines avec les 8 acides aminés essentiels. Donc manger moins de viande mais choisir des sources végétales de qualité, donc on l'a vu, on l'a déjà dit. Donc mettre les protéines végétales au menu du soir, vous verrez, vous dormirez beaucoup mieux. Apprendre à cuisiner et associer les différentes sources végétales. Sélectionner les végétaux bio et locaux de préférence. Donc aujourd'hui, on est capable en France de produire des céréales, des légumineuses avec quelques oléagineux, mais en France. Pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce qu'il y a quelque chose quand même qui me hérisse quelquefois dans les menus véganes ou les recettes véganes qui sont par ailleurs délicieuses, mais c'est qu'on fait beaucoup appel à des produits qui sont, entre guillemets, exotiques. Vous ne savez peut-être pas, mais la noix de cajou, elle vient du Vietnam, par exemple. Donc il y a une consommation énorme d'oléagineux, par exemple, qui ne sont pas produits en France et qui coûtent
quand même très très cher. Et quelquefois, je me dis, mais c'est pas réservé à une clientèle en précarité. Donc, j'admire aussi, une fois de plus, la démarche de Biocop, qui a recréé des filières. Biocop a recréé des filières de production françaises, justement, de céréales. Par exemple, on a réintroduit le millet, on a introduit la quinoa, et surtout, on a réintroduit les cultures de légumineux. On ne cultivait plus de lentilles en France, on était dépendant de la Chine. Donc, Biocop a fait tout ce travail en amont qui est quelquefois pas forcément visible et connu, mais de manière là aussi à assurer une production locale et durable. C'est pareil pour les graines oléagineuses. Bon, on n'en a pas beaucoup en France, en tout cas en grosse quantité. On a des graines de tournesol qui, entre parenthèses, sont très très riches en protéines, 23% de protéines, et pas cher. C'est pas cher la graine de tournesol. La graine de courge, la graine de lin, j'ai oublié bien sûr les noix, et un tout petit peu de noisettes. Voilà. Et puis on a nos algues chez nous en Bretagne. Voilà. Choisir du soja français bio ou au moins garanti sans OGM. En grande surface, il y a la gamme Sojasun, par exemple, qui est garantie sans OGM. Et français, excusez-moi, français et sans OGM. Éviter au maximum les plats préparés. Oui, et vérifier l'origine des ingrédients, leur teneur en protéines, mais aussi en gras saturés et en sel. Voilà, voilà. Et voilà, quelques petits menus végétariens. Ah non, là, il y a un tout petit peu de crevettes, voilà. Donc, un petit peu de crevettes. Là, on a mis des œufs, une petite salade composée, pousses de soja, voilà, avec quelques œufs, un petit risotto aux courges, épinards et tofu. Voilà, voilà. Et une assiette composée végétarienne, polenta, pâté végétal, légumes verts, pâte complète, légumes verts, fromage mozzarella. Voilà. Et je crois que voilà. Et notre petit chili con carne qu'on avait déjà vu tout à l'heure, qui lui est vraiment végétalien, riz, haricots rouges et quelquefois je rajoute dedans de la protéine de soja, la fameuse protéine de soja texturée comme on a vu tout à l'heure. Et c'est des plats vraiment, vraiment délicieux. Et bien voilà. Bon, excusez-moi, mais si j'ai traîné un petit peu. Voilà, cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker ou à la partager. Vous pouvez également poser des questions ou laisser un commentaire juste en dessous. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout et je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo de santé naturelle. À bientôt, bye bye.